Merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cette émission Café Débat. Vous le savez, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité. Nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour cet autre numéro, je reçois comme invité dans cette première partie d'émission Monsieur Ibrahima Ahmed Bari. Il est journaliste, consultant, également président du réseau des journalistes économistes de la Guinée. Avec lui, on va aborder les sujets liés notamment à l'économie de notre pays. Il va porter sa réflexion sur l'ensemble de ces sujets. Monsieur Ahmed, bienvenue sur ce plateau. Oui, c'est un plaisir et un honneur. Merci surtout de la disponibilité. Bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, je rappelle aussi que vous êtes l'ancien directeur général de la RTG. Et surtout présentateur télé. Absolument. Parce que peut-être l'ancien directeur c'est l'administrateur, mais j'ai été à la fois reporter, présentateur radio, présentateur télé, et donc j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Absolument. Ça fait un bout de temps que vous n'êtes pas plus sur les plateaux, sous le projecteur de la présentation du JT et tout. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment aujourd'hui d'être loin du plateau, du micro, de la présentation, de tout ça? Oui, j'avoue que peut-être tu peux éprouver un petit manque parce que tu manques à des téléspectateurs, mais c'est aussi un challenge parce que vous savez, dans la vie, il y a des étapes que tu dois franchir et souvent quand tu arrives à ce seuil, si tu ne te donnes pas un challenge, ça fait un ronronnement, ça devient de la routine. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a quitté le feu de projecteur parce que ça va nous éblouir. On a très souvent suivi ces faits, on a fait notre part d'action et on laisse la relève, comme on l'a dit, à des jeunes comme vous. On se lance dans autre chose qui est dans le contenu, on produit des stratégies, on fait de la consultation. C'est assez intéressant et je pense que c'est une autre étape de notre vie que nous vivons pleinement et franchement, on pense que c'est très intéressant. Bien, peut-être que le moment viendra où on parlera exclusivement de votre passage ou de ce que vous avez retenu de la profession de journaliste, mais aussi de grands présentateurs sur la télévision nationale. Et comme vous l'avez dit, vous êtes dans une autre phase de votre carrière, de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes directeur exécutif du cabinet Civi Communication et consultant. Alors, sur cette base-là et sur la base de cette casquette, nous allons parler de l'économie de la Guinée. Première question, c'est que la Guinée, comme je l'ai dit, est au rendez-vous du groupe consultatif qui commence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut entendre par groupe consultatif? Qu'est-ce que la Guinée est allée faire à ce rendez-vous du côté de Paris? Oui, il faut entendre par aujourd'hui ce jeudi parce que c'est pas évident que souvent le factuel. En fait, le groupe consultatif, c'est une espèce de foire, comme je l'ai dit tantôt, qui permet à un pays donné de venir vendre le potentiel qu'il a à des partenaires, à des bailleurs de fonds, afin qu'il ait une espèce de levée de fonds, autrement dit de collecter des ressources pour financer son développement. Alors la Guinée, c'est qu'il est parti vendre à Paris pour ces 2 jours, c'est-à-dire jeudi et vendredi, devant 400 participants qui sont du Fonds de la Banque mondiale, des fonds arabes, mais aussi des partenaires privés. Ce qu'on est parti exposer, c'est le PNDS, c'est le Plan national de développement économique et social, qui est calé sur 5 ans. C'est un peu le retour à la planification. Grosso modo, ce plan pour les 5 ans à venir, 2016-2020, est estimé à peu près entre 500 à 15 milliards de dollars américains. C'est-à-dire, quand on l'évalue, le portefeuille de projets qu'il y a là-dedans, que ce soit les infrastructures routières, dans le secteur de l'éducation, de la santé, beaucoup de paramètres que la Guinée veut développer dans ces 5 ans-là, il est estimé à peu près à 15 milliards. C'est ce que la Guinée va chercher. Si on défend bien, c'est sûr qu'on l'obtiendra, sinon plus même, mais si peut-être on n'est pas assez convaincant, on ne le souhaite pas, on peut revenir à moins garni, donc réduit de ça, mais ça veut dire qu'on aura fait l'effort qu'il faut pendant ces 12 jours, et c'est tout le mal que je souhaite à la Guinée, c'est de revenir avec une belle moisson. Donc la Guinée, au rendez-vous donc de ce groupe consultatif à Paris, je crois que c'est pour cela d'ailleurs que le président Alpha Condé, après la Jordanie, est maintenant à Paris avec certains membres du gouvernement, et comme vous l'avez dit, c'est pour aller présenter ce
plan national de développement économique et social pour lever un fonds qui s'élève à quelque chose de 16 milliards de dollars. On a vu d'autres pays dans le même type d'exercice, la Côte d'Ivoire, le Burkina, vous avez cité le Tchad à la radio, qui ont réussi ce défi de ramener toute cette manne financière à la maison. Est-ce que vous pensez, en tant qu'observateur du mécanisme économique de notre pays, que la Guinée est capable de lever ces fonds, ces 16 milliards du plan du PNDS, et de le ramener à la maison? Est-ce qu'elle en sera capable, en tout cas? Ne doutons pas, donnons le bénéfice du doute au gouvernement et surtout à leur capacité managériale d'aller convaincre des partenaires. Vous savez que le groupe consultatif, tu ne te lèves pas aujourd'hui, tu vas. Tu le prépares en amont, c'est-à-dire depuis les partenaires bilatéraux, les institutions internationales. Il y a même un préalable afin d'être éligible à ce groupe consultatif, c'est de disposer d'un programme avec le Fonds et la Banque mondiale qui, pendant 3-4 ans, te regarde, se dit, bon, sur le plan macroéconomique, les agrégats, tu les tiens bien. Oui, mais tout ça c'est indicatif. Même cette capacité d'aller mobiliser, je le disais tantôt, le problème ce n'est pas d'avoir 15 moins ou plus, mais c'est qu'est-ce qu'on fera de ces 15, 20, 30 milliards qu'on obtiendra, notre capacité à les utiliser. On va parler de cet aspect tout à l'heure. Alors, vous voyez, c'est pourquoi je dis, c'est possible qu'on ait plus, sinon autant, même moyen, mais c'est notre aptitude à aller défendre les projets, convaincre les partenaires publics, mais aussi des privés. Parce que je prends un exemple sur un projet qu'on va présenter, c'est le chemin de fer Conakry, Bamako, Bobo Dioulasso. C'est vraiment un chemin de fer régional. Donc, j'imagine des groupes comme Bolloré ou d'autres partenaires seraient intéressés, s'il est bien ficelé. Et justement, c'est là où je vous pose la question de savoir quels sont les paramètres que les bailleurs, qu'ils soient étatiques à Paris là-bas ou les privés, vont sonder, regarder pour tenir compte de la qualité des projets qui leur seront présentés. Exactement, c'est ça l'expertise, et c'est là où le bas blesse, je vous l'ai dit, peut-être les gens font beaucoup d'efforts, mais de tout le temps, là où le bas blesse en Guinée, c'est cette expertise, notre capacité à présenter des projets et programmes qui sont bancables, comme on le dit, qu'on peut financer. Très souvent, on va dépoussiérer des projets qui sont là dans le portefeuille depuis longtemps, parce que tout simplement un bailleur est intéressé, on le met, mais il n'est pas actualisé. Et comme les partenaires mettent de l'argent, parce que l'investissement, c'est pas le commerce, c'est pas le factuel dans 2-3 jours. Tu mets des montants énormes pour attendre 10-15 ans pour qu'ils fassent des petits. Donc, il faut que tu t'assures que pendant cette période, l'argent que tu mets est sécurisé. Et c'est là où on vient souvent à l'environnement des affaires. Est-ce que la stabilité, les aptitudes à ne pas avoir des lourdeurs, c'est tout ça que les partenaires privés regardent avant de mettre l'investissement. Et de ce côté, il y a beaucoup à faire en Guinée, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas que seulement l'infrastructure, on va dire les procédures simplistes, etc. Mais il y a toute la machine administrative, il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes de garantie qu'il y a derrière. Le système judiciaire. Voilà, la justice. Est-ce qu'un partenaire qui a maille à partir avec l'État ou un privé guinéen peut tout de suite là, avoir une bonne décision? Est-ce que la décision là peut être rendue et rendue exécutoire? On connaît beaucoup de précédents ici qui font que beaucoup de banques aussi ont des impayés, ils ont des provisions, même des partenaires sont partis parce qu'ils ont buté à l'intérieur. Donc c'est tout cet environnement qu'il va falloir soigner. Je pense que le gouvernement essaie de faire quelque chose, mais c'est pas évident. Donc c'est un véritable défi là. Mais absolument. Que la Guinée a relevé entre ces 48 heures. C'est une faiblesse, c'est même un sacré problème qu'il va falloir régler. Je pense que, comme je vous l'ai dit, le ministre chargé du partenariat public et privé l'avait relevé tout récemment. Il va falloir que des structures comme la CGP soient outillées suffisamment et en potentiel humain et en technicité, en expertise pour pouvoir monter, retravailler les projets qu'on peut présenter à ses partenaires, que ce soit au groupe consultatif qu'à d'autres occasions. Donc la Guinée à Paris pour lever la manne financière qui équivaut à la valeur du plan national de développement économique et social, 16 milliards de dollars. Est-ce que Alpha Condé et sa suite pourront revenir au pays avec cette manne, comme d'autres l'ont réussi? Vous avez parlé du cas du Tchad qui a pu... Le Tchad a eu 20 milliards. 20 milliards. Oui. Et je crois qu'il y a le cas du Burkina aussi qui a réussi un coup pareil. Oui, et même la en Côte fait, d'Ivoire. ce qu'il ne faut pas oublier, très souvent, en plus des États, vous savez, c'est un peu, on va sur le marché financier mondial, on va dire évidemment, la qualité des ressources, parce qu'on pouvait dire on va sur le marché financier privé. Là, les États africains ne peuvent pas se permettre d'aller à un guichet sur les prêts. Souvent, ils cherchent le don.
ça c'est parce que tout simplement on t'apporte ça, tu ne payes rien, ou bien des prêts qu'on appelle concessionnels, c'est-à-dire c'est des prêts qui sont adoucis, c'est pas des taux d'intérêt qui sont le taux d'intérêt du marché, c'est 0,5% que tu peux payer en 30 ans et puis avec des différés. Bref, c'est franchement un don à la limite. Bien. Alors pour obtenir ces fonds concessionnels, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire il faut que tu garantisses que tu es capable de bien gérer, parce que souvent c'est l'argent des pays, c'est l'argent des contribuables européens, de ceci, c'est là où on qu'on parle de bonne remet gouvernance et tout. à la limite entre guillemets gratos à ces pays. Donc il faut qu'il y ait des conditionnalités derrière afin qu'on puisse l'obtenir. C'est pas pour rien que, sinon aujourd'hui disposer de l'argent, tu peux aller au marché financier, à la bourse de, je sais pas, de Londres, de Tokyo pour demander, mais en ce moment ces prêts là, c'est des prêts qui sont autour du marché, les États africains ne peuvent pas se permettre. Bien. Et vous avez parlé tout à l'heure d'une chose, c'est que une chose est de monter ces projets, d'aller les défendre, même de pouvoir avoir la disponibilité de l'argent puisqu'on ne donne pas tout de suite en liquide. L'autre chose, c'est de maintenant avoir la capacité d'absorption. On parle tellement de capacité d'absorption. Selon vous, pourquoi ça bloque en Guinée en la matière? Je rappelle une fois encore ce que je disais tout à l'heure. On a vu le président Alpha Condé à un moment gronder ses ministres qui ne sont pas capables d'aller chercher les fonds là où ils se trouvent. Et il a même dit qu'il allait mettre en place un cabinet qui va assister ces ministres à monter des projets bancables. C'est pour certains ridicule pour l'image de notre pays. Mais comment vous expliquez en tant qu'observateur ce schéma-là pour l'administration guinéenne? Oui, mais cela, c'est le reflet de la réalité, parce que tout simplement, il y a une faiblesse de l'expertise, ou même la qualité, la moralité de ceux qui sont devant souvent ces projets. C'est ça le problème. Tu as souvent même des projets qui sont de bonne qualité, mais qui, dans leur gestion, c'est-à-dire non seulement qui enjambent les procédures et les mécanismes, et tu sais, dans la technicité, un projet a un cycle de vie. Il naît, il se développe, il meurt, c'est-à-dire on clôture le projet. Mais devant toutes ces étapes, il y a des mécanismes de procédure pour décaisser les montants à chaque étape. C'est quand tu as franchi cette étape, on a évalué, on te paye l'argent. Alors si déjà en amont, supposez que tu as un projet qui démarre bien et que le directeur de ce projet ou bien le responsable de l'unité de projet et c'est, ma foi, est poussé par le ministre qui a sa tutelle à changer les procédures ou bien à enjamber les procédures. Si le bailleur dans l'évaluation se rend compte, il bloque le projet. C'est clair. On connaît, il y a eu des dispositions, si peut-être vous ne le connaissez pas, il y a eu un programme que la Banque mondiale a financé en Guinée qu'on appelait le PRCI. C'était le programme de coopération pour les infrastructures qui avaient été cassées après les événements de 2007 quand Eugène a été nommé, vous savez, tout le pays a brûlé. Après, pour la relance des infrastructures, pour l'autorité de l'État, on avait financé un projet pour reconstruire les infrastructures de l'État qui avaient été endommagées. Mais ce projet, à peine commencé, avait été bloqué parce que tout simplement l'argent a été destiné à autre chose. Donc tu vois, le projet était de qualité, mais dans sa gestion, quand il pose problème, les gens arrêtent parce qu'on ne peut pas mettre tout l'argent du contribuable dans un projet qui ne peut pas avoir un impact. Donc voilà, la Guinée est confrontée à tous ces problèmes, qualité, mais aussi gestion et finalement, surtout accompagnement, impact pour les populations. Donc vous voyez, à ces étapes, au centre de tout ce dispositif, c'est l'homme, la qualité de l'homme, sa moralité que tu mets. Donc c'est là où ça pose problème en Guinée. Le jour où les Guinéens comprendront que le projet qu'on met en place, etc., que c'est pour le bien de tous les Guinéens, je pense que les procédures vont être plus simplifiées. En ce moment, on aura suffisamment de ressources, comme le Rwanda aujourd'hui, qui refuse même des fonds, parce que le Rwanda a tellement de ressources, c'est même pas qu'est-ce qu'il en faut faire. Voilà. Donc si les bailleurs sont regardant sur tous ces facteurs-là, aujourd'hui, demain, du côté de Paris, est-ce que la Guinée pourra ramener de l'argent à la maison? Parce que du côté de la Chine, ils ne l'ont pas été suffisamment pour avoir mis ces 20 milliards, fameux 20 milliards à la disposition de la Guinée. Est-ce que donc les systèmes, ces deux systèmes diffèrent? Vous avez d'un côté la Chine qui nous donne ou sinon qui dit qu'il y a 20 milliards disponibles de dollars, et de l'autre côté d'autres bailleurs européens ou je ne sais pas américains qui vont regarder sur tous ces aspects que vous venez d'énumérer là. Oui, je vois venir. En fait, vous êtes en train de parler de la qualité de la coopération, parce que vous savez qu'avec la Chine, c'est ce qu'on appelle l'aide non liée. Avec les Occidentaux, c'est l'aide liée. Autrement dit, ce sont ces conditionnalités, les procédures, il faut répondre. La Chine, c'est souvent ce paquet, c'est le gouvernement qui met des fonds à la disposition des instruments financiers et surtout les entreprises chinoises qui vont pour conquérir le reste du monde, et l'Afrique fait partie des centres d'intérêt, et derrière on dégage un fonds et puis le gouvernement apporte des garanties
et on met en œuvre. Ce qui intéresse les Chinois, c'est les ressources, etc. La gestion, je ne dirais pas qu'ils sont un peu regardants, mais l'impact. Mais sur les Occidentaux, c'est l'argent du contribuable. Donc, il y a d'autres même qui sont payés pour contrôler l'utilisation de ces ressources. C'est ce qui complique le dispositif. Il y a ces deux types de systèmes qui existent en place, l'aide liée et l'aide non liée. Mais la finalité, toutes ces deux formes d'aide, c'est pour aider le pays. Et quand nous aidons le pays, c'est pour aider les citoyens, le Guinéen tout court, ma foi, à vivre décemment. Et généralement, c'est ça l'objectif du gouvernement. Il dit, tout ce qu'on fait comme programme, c'est pour le bien-être des Guinéens. Alors vous voyez, on a les mêmes objectifs, mais souvent la finalité, les chemins et même les débouchés ne sont pas les mêmes. Et c'est là où il y a le gros challenge, c'est comment harmoniser. Vous l'avez dit, le gouvernement, je suis persuadé que si le gouvernement se bat bien, il peut avoir l'intention, parce que n'oubliez pas ça aussi, ça ne veut pas dire que quand on rentre de Paris, qu'on rentre avec une mallette d'argent, non. Souvent les gens donnent l'intention de financement, qui peut être formalisé à partir des processus par des accords à des étapes. C'est-à-dire quand on vous dit, on vous donne ce montant, ça veut dire que c'est plus ou moins disponible en termes de montant, qui est, ma foi, éligible pour la Guinée. Mais il faut répondre aux critères pour qu'à chaque étape, les projets, on puisse prendre dans cette cagnotte qui est déjà dégagée, les financer. Vous ne venez pas avec l'argent, ou bien l'argent n'est pas directement viré dans la banque. Il faut éviter que les Guinéens aient l'impression, souvent quand on dit c'est la même chose que les 20 milliards en Chine. On a l'impression qu'on nous a amené tout de suite. À date, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a que dalle, il n'y a aucun sou. Donc derrière, vous voulez dire qu'il faut séparer en fait l'intention de l'accord. Et même peut-être dissocier, je sais pas, séparer tout ça de la propagande, parce qu'on a l'impression que en fait, on appelle ça la communication, et souvent qui dessert, parce que ça dit, si tu fais croire aux gens que tu disposes des ressources, ils s'installent dans un matelas de facilité, de simplicité, parce qu'on a l'impression même que cet argent que vous mobilisez, que c'est pour le redistribuer. Non, l'argent c'est pour des projets, c'est des projets qui impactent le quotidien des Guinéens. Vous prenez un exemple, si vous avez un projet de financement d'une route, Mamoun-Dabola, si la route de Mamoun-Dabola est réhabilitée, mais en fait c'est pour tous les Guinéens. C'est tout le corridor de la forêt, de la Haute-Guinée qui est relié à Conakry. Et vous imaginez les produits qu'on peut ramener de la forêt, de la Haute-Guinée vers la capitale Conakry et vice-versa. Comment les échanges vont se développer, les gens du Fouta peuvent aller là-bas. Donc plus les échanges se développent, plus il y a les services qui suivent, et derrière, plus il y a des revenus, et derrière, le niveau de vie augmente. Si le paysan de Oumouye qui a sa petite plantation de café ou de bananes aujourd'hui, tu vas avoir ce paysan, il te dit rentre dans ma plantation, coupe le nombre de bananes que tu veux, va avec. Parce qu'il ne peut pas l'acheminer vers les débouchés, les marchés. Et il a même envie, il y part avec. Le premier exemple, c'est d'abord ceux-là qui quittent Zérékouré pour Conakry. Exactement. Des fois, il y a des accidents, les camions qui se renversent, donc les bananes pourrissent, et c'est une perte. Alors si donc la route existe, ça veut dire qu'il y a un circuit, il n'y a plus de commerçants qui vont chercher ces bananes. Si le marché de Conakry est saturé, ils iront vers Bamako, etc. Donc vous voyez, les échanges se développent. Donc le financement d'une telle route, voilà comment il impacte la vie des Guinéens. La même chose si on fait un hôpital tel que donc qu'on est en train de financer, mais demain c'est tous les Guinéens qui vont se soigner au lieu de mourir sur la route de Dakar pour aller faire ceci. Si l'hôpital est financé, il y a des équipements et des infrastructures, c'est pour les Guinéens. C'est la même chose pour les universités. Si elles sont financées, équipées, les étudiants ne vont pas sortir, ils vont avoir un enseignement de qualité si les enseignants sont bien. Bref, c'est ça l'impact. Donc si quelqu'un prend un montant qui est dédié à ce projet et donc l'empêche d'aboutir, vous voyez jusqu'où c'est dangereux. L'effet que ça peut faire. L'effet que ça fait. Par exemple, un gestionnaire d'un projet, sous quelques impulsions que ce soit, prend de l'argent et amène les bailleurs à l'arrêter. Vous voyez jusqu'où il a pénalisé le pays. Absolument. Voilà. Donc on va revenir tout à l'heure sur aussi la relation entre les chiffres que l'administration, notamment du système financier de notre pays, nous présente et la réalité que les Guinéens vivent en termes de performance économique. On nous parle de 6,7% de croissance et puis en vue une croissance à 2 chiffres, le classement, la Guinée dans le top 5 et Doing Business. Mais avant cela, parlons justement d'investissement, par exemple de la coopération de l'Union européenne, gouvernement guinéen. Vous étiez en forêt récemment avec l'Union européenne. Alors là-dessus, en matière de
d'investissement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans le portefeuille des projets de l'Union européenne dans ce sens-là? Oui, en fait, c'est une coopération qu'il faut saluer parce que vous savez que l'Union européenne a deux types de guichets, c'est-à-dire c'est les instruments qu'ils ont pour le financement. Il y a le guichet FED qu'on appelle le Fonds européen de développement. C'est pratiquement des dons. C'est franchement l'argent du contribuable qu'on donne gratos à la Guinée. J'aime toujours rappeler cet exemple pour physique, pour ceux qui nous suivent, ceux qui traversent le pont sous la Fatala. Il faut savoir que le pont a été financé par l'Union européenne. Un don. On vous a vu justement sur ce pont. Exactement. Un fabuleux pont d'ailleurs. Voilà. Et même le petit pont à l'entrée sur la Tibola, il y a deux ponts. Souvent les gens parlent du pont de la Fatala. Il a été financé par l'Union européenne. Et je le rappelle, c'est la base vie de l'entreprise Astaldi qui a servi à construire ce pont, qui est aujourd'hui le centre récupéré par la police pour faire le centre de Kafilia. Vous voyez le retour d'investissement, cette base vie, comme elle était bien construite, aujourd'hui c'est la police qui l'utilise à autre chose. Et bon, là on ne voit plus le lien avec le pont. Ça c'est un exemple. La Guinée n'a rien à payer là-dedans, on nous a donné. Il y a deuxième catégorie de financement, c'est souvent des instruments financiers tels que la Banque européenne d'investissement qui apporte des prêts aussi concessionnels, comme je l'ai dit, c'est pour des financements tels que port autonome ou dans l'appui au secteur privé. Et aujourd'hui, l'Union européenne même a d'autres formes, ma foi, de lien qui permet au fait de financer des activités pour permettre à des privés, c'est-à-dire ce qu'on appelle le levier du développement, c'est-à-dire une route. Si on finance la route à partir d'un don, ça permet à un privé de venir s'installer pour construire une entreprise. Vous voyez? C'est-à-dire, si la route n'existait pas ou l'infrastructure n'existait pas, ça veut dire que le privé ne peut pas faire le prêt. Donc c'est l'effet levier. Il y a tous ces mécanismes qu'il va mettre en place. Mais actuellement en Guinée, il y a grosso modo un demi-milliard d'euros comme disponible pour le financement des projets. On ne peut pas tous les lister, ceux que les gens connaissent. Mais déjà ce pont était un grand acquis que vous êtes allé visiter la dernière fois. Alors il y a le dernier pont qui existe, bon, pour ceux qui connaissent la route de Zérékoré, il y a des morceaux de tronçons qui ont été entre Guékédou et Macenta. Il y a, je crois, 63 km que l'Union européenne a réalisé. Il y a même une partie de Kisitougou à Guékédou. Il y a une bonne partie qui a été réalisée par l'Union européenne. Il y a un pont sur le fleuve Waou qu'ils ont réhabilité par comparer. Donc ça facilite actuellement la traversée, sauf que par phase, et ça aussi c'est le besoin de bouclage de financement, il y a des parties, je crois une soixantaine de kilomètres qui sont impraticables. Mais je pense que dans le portefeuille des financements, ce n'est pas exclu que même dans ce groupe consultatif, que peut-être le gouvernement propose cette partie, soit à la Banque islamique de développement, soit à l'Union européenne, pour que tout le tronçon de Guékédou, de Kissidibou jusqu'à Zérékoré soit une route, ma foi, réhabilitée. Et en ce moment, vous imaginez l'impact que cela peut avoir. Donc il y a des trucs comme ça. Il y a l'appui à la forêt de Ziama, que moi-même je pensais qu'il était rongé de l'intérieur. Et aujourd'hui, l'Union européenne aide les conservateurs forestiers à s'occuper de la sécurisation de cette zone-là, mais aussi à le valoriser à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ce potentiel représente. C'est l'une des rares forêts primaires qui existent dans ce pays. Et là aussi, c'est voilà un exemple modèle, sans compter les petites les projets pour les latrines. Et plus loin, on vous a vu vers Zérékoré. Là aussi, toujours avec l'Union européenne, où vous étiez sur les projets liés à l'identité, l'état civil notamment, et puis les questions de droit, notamment pour... Exactement. J'adore rappeler ça. L'état civil, je le rappelais, les enfants naissent, ils n'ont pas d'extrait de naissance, ou bien c'est dans ce pays où c'est vrai que peut-être le mariage, on enregistre tout, mais personne n'enregistre son mort. C'est clair. Vous imaginez quand quelqu'un meurt en Guinée, bon, allez, c'est le prêtre, c'est l'imam, tout le monde prie sur lui, mais personne dans le quartier. Le décès. Oui, mais en fait, c'est pas enregistré. Donc, on ne peut pas vous dire actuellement, hormis même les hôpitaux, combien de Guinéens meurent. Oh, c'est des statistiques qui sont extrêmement importantes. De la même manière qu'au village, les naissances, quelquefois, les enfants, ils ne sont pas enregistrés. Les mariages, il y a beaucoup de paramètres. C'est des statistiques qui permettent de planifier le développement. Si on veut savoir s'il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans cette région, s'il y a ceci, s'il y a cela, ce sont ces paramètres qui aident à programmer, ma foi, des projets, des programmes de développement pour corriger les faiblesses à tel niveau, etc. Ça se fait actuellement, je crois que c'est Zérékoré qui est pilote. Et l'autre aspect qui est innovateur, c'est un peu l'appui à la clinique juridique de Zérékoré, même droit pour tous. Et ce qui est fascinant dans ça, c'est une clinique qui aide
les citoyens qui sont en conflit avec la loi, qui ne peuvent pas, par exemple, se défendre. Donc, la clinique constitue un avocat, il instruit le dossier de monsieur n'importe qui, madame n'importe qui, et face à la justice, il tente à défendre tes droits et tes intérêts. Et souvent, beaucoup sortent victorieux de ce dispositif. Mais il y a 5-10 ans, aucun Guinéen ne pouvait s'attendre à des trucs comme ça. À l'intérieur, le besoin est là. Vous imaginez les problèmes fonciers, les problèmes avec l'État. Il y a même des hommes en uniforme qui ont des problèmes avec la loi, mais qui sont défendus. Ouais. Ça, c'est donc un peu les effets bénéfiques de cette coopération Union européenne et gouvernement guinéen. De là, on va passer à, une fois encore, aux questions plus économiques encore, la question des performances. Vous êtes journaliste spécialisé sur les questions économiques et comme je l'ai dit, le citoyen guinéen, quand il regarde la télé, quand il voit la ministre de l'économie qui dit la Guinée, les indicateurs sont au vert, on a 6,7% de croissance, mais après vous avez, j'ai reçu un économiste ici qui dit mais maintenant de l'autre côté, quand on prend l'indice de développement humain, la Guinée est très mal classée et on parle de performance, de l'autre côté les Guinéens n'arrivent pas à manger 3 ou 2 fois par jour. Vous, quelle lecture vous faites de cette situation, qu'il y ait un décalage entre le fait qu'on dise qu'il y a croissance, qu'il y a création de richesse, et de l'autre côté, la précarité qui augmente, qui prend de place? Alors ça, c'est une question assez pertinente. La croissance ne veut pas dire développement. Il faut faire beaucoup attention. C'est-à-dire croissance ne veut pas dire développement. Autrement dit, la création des richesses. Si vous avez un pays, et surtout quand on dit croissance, mais qui n'est pas inclusive, si vous avez dans un pays où 90% par exemple des revenus, des richesses produites par un pays sont accaparées par 10%, ça veut dire que la croissance n'est pas partagée. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? C'est une question de gouvernance, de gestion des ressources et de répartition de ce qu'on a. Vous comprenez ce que je dis? Deuxièmement, quand vous prenez par exemple, même dans ce dispositif de croissance soutenue, la croissance c'est l'accroissement des richesses d'une année à une autre. Or le développement, c'est quand cette croissance impacte le bien-être de l'humain. C'est ça qu'on appelle développement. Par exemple, si le fait que la Guinée dit qu'elle a une croissance à 2 chiffres, et donc les richesses, les services créés font que toi, tu circules bien, tu vas, tu te soignes bien, tu te vêtis bien, tu manges bien, tu développes. Ça, c'est le développement. Donc, est-ce que vous comprenez? Mais à partir du moment où vous développez une croissance qui n'impacte pas ça, là, ce n'est pas une croissance inclusive, c'est une croissance qui est juste, on va dire, liminaire. Et ça, souvent, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que, en fait, il faut voir, notre croissance est tirée par quoi? Le problème de la Guinée, c'est que le secteur de l'économie réelle ne bénéficie pas de cette croissance. Notre croissance n'est pas tirée par l'agriculture, n'est pas tirée par l'élevage, n'est pas tirée par la pêche. L'agriculture absorbe 70% de la population active de Guinée. C'est-à-dire le villageois de Yomou, comme je vous le disais, sous la route a été développé, ça il allait contribuer à la croissance. Notre croissance est tirée par les mines. Les mines. Or, les mines, regardez aujourd'hui, et quel type de mines? Avant, par exemple, quand tu prenais Bela, tu pouvais dire Rio Tinto, etc. Mais aujourd'hui, tous ces grands sont partis. C'est des juniors qui existent, et vous voyez aujourd'hui à Boufa. Mais combien de personnes travaillent dans les sociétés minières? À la limite, on va dire que c'est des tâcherons. Parce que c'est des gens qui travaillent au quotidien et qui ont entre 50 et 100 000 francs guinéens de revenus. Vous imaginez ce que ça veut dire? Mais ça ne peut pas impacter beaucoup de familles dans ça. Justement. Juste, c'est les taxes qui sortent de ça, parce que là, le volume, tu vois que le volume, par exemple, de la bauxite augmente, etc. Donc, et puis les revenus augmentent, mais ces revenus vont dans le budget de l'État, et souvent, c'est des fonctionnaires de l'État qui gèrent ces trucs-là, qui peuvent profiter. Absolument. Parce que si les ressources qui vont au budget ne sont pas réorientées pour les questions de développement financier, les routes financières, les écoles, si ça ne va pas, c'est sûr que tu apprends un jour qu'un haut fonctionnaire a pris 50 millions de dollars. A construit des immeubles. Mais tu vois, c'est en ce moment que tu as les 5% de la population qui prélève, c'est-à-dire qui vit des revenus. Et généralement, ça pose problème, et c'est pourquoi la précarité te ressent. Parce que la précarité et la pauvreté se creusent, vous avez des chiffres, mais qui ne réjaillissent pas. Et c'est dans l'équilibre-là, je pense que le gouvernement doit s'appliquer, faire en sorte que cette croissance soit partagée et durable. Bien. Partagée et durable. Et que dire donc de... récemment, le gouvernement s'en réjouissait au point de faire une propagande aussi derrière cela. La Guinée est classée dans le top 5 des pays réformateurs dans le domaine des mines.
Oui, mais ça revient à la même chose. Je l'expliquais, reformateur, doing business, ça revient à la même chose. Ça veut dire qu'on nous félicite ou bien qu'on nous attribue une satisfaction parce qu'on a pris des mesures, on a fait des efforts pour inciter, on va dire, les investisseurs à venir chez nous. Mais ça revient à la même chose. Je l'expliquais sur le plan de la forme. On peut dire oui. Si, par exemple, on disait qu'en Guinée, il te fallait 6 mois pour créer une entreprise et que finalement, maintenant, tu peux faire en 1 semaine. C'est un effort qu'on peut. Si on te disait, par exemple, que telle localité n'avait pas d'eau, mais tu as pu faire des ajustements ou bien le courant, tout ça, c'est des paramètres qui rentrent là-dedans pour évaluer la position que tu avais aujourd'hui comparée à celle d'hier. Mais ça, c'est la forme. Sur le plan du fond, il y a un vrai problème. Le nombre d'entreprises que tu crées, est-ce que c'est des entreprises viables et fiables? Il crée combien d'emplois et dans quel secteur? Et c'est ça, c'est pourquoi les gens disent, ouais, même si vous avez fait des efforts, on ne le ressent pas. Parce que généralement, ces entreprises ne durent pas. Et sans compter que derrière, quand vous créez ces entreprises, l'État, généralement, ne met pas de garantie. Il n'y a pas de ressources pour les accompagner. À commencer même par celles qui sont en place. Je vous donne l'exemple le plus patent. Il y a des entreprises guinéennes qui ont été mobilisées pour les festivités de l'indépendance. On leur a demandé de préfinancer pour faire des infrastructures. Vous savez qu'ils sont restés des années sans se faire payer. Absolument. Alors, si ces entreprises qui ont déjà eu le courage de s'investir, ils sont endettés et donc ils traînent aujourd'hui des surfaces, des ardoises devant les banques, vous voyez ce que ça fait? Absolument. Donc la ça tue les entreprises. Alors j'ai donné l'image. L'environnement des affaires, c'est le climat. Le temps qu'il fait, c'est la météo. Il peut pleuvoir, il peut faire neiger, il peut faire mauvais. Mais quand il pleut, il doit prévoir pour tout le monde. Il ne faut pas que certains aient le parapluie et que d'autres soient... Alors, si les entrepreneurs locaux, c'est ça la décision, si les entrepreneurs locaux n'ont pas les mêmes facilités que ceux de l'étranger qu'on espère attirer, la meilleure manière d'attirer les entrepreneurs extérieurs, c'est de faire en sorte que ceux qui sont à l'intérieur soient mieux intéressés, mieux protégés, mieux avantagés. C'est eux qui peuvent appeler les autres à les accompagner. Sinon, les autres, ils se posent la question où ils mettent les pieds. Ils mettront les pieds que là où c'est plus facile. Bien. Généralement les mines, mais dans les secteurs réels, l'agriculture, ils ne viendront pas. C'est clair. Et voilà donc pour l'instant les thématiques qu'il a fallu qu'on aborde aujourd'hui sur la question de la gouvernance économique dans notre pays. Tout autre sujet aussi qui nous intéressera en tant qu'observateur du mécanisme de l'économie en Guinée, la machine de la lutte contre la corruption, le phénomène même de corruption dans notre Guinée, les agents de l'État qui sont impliqués dans ces phénomènes aujourd'hui, le rapport du ministère de l'économie qui a été sorti sur cette situation. On pourra revenir là-dessus à d'autres occasions, ce n'est que le début. Pour terminer, je l'ai dit, vous êtes journaliste et donc à la base, l'actualité est marquée aujourd'hui par cette situation de je ne sais pas, comme certains le disent, de chasse ouverte aux journalistes, d'élan de musellement de la presse, ainsi de suite. Quelle lecture vous en faites, loin des micros, loin de la caméra, de cette situation? Oui, en tant que journaliste dans l'âme, on va dire journaliste un jour, journaliste pour toujours. Clair. C'est ce que le doyen Yacine aussi dit. Non, journaliste pour un jour, journaliste pour toujours. Je suis très peiné par la situation que vit la presse. Je suis franchement de cœur et je partage cette peine avec tout le monde et je regrette parce que c'est vrai qu'il y a des manquements, qu'il y a des faiblesses, etc. Mais le travail de fond que la presse fait aujourd'hui avec les maigres moyens crédibilise, on va dire, le processus démocratique en Guinée. Ce n'est pas le moment de tenter, entre guillemets, de bâillonner la presse ou même d'avoir la main lourde. Je suis très peiné parce qu'en termes d'image, ce n'est pas du tout bon. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire par rapport, même aux manquements qu'on suppose, entre guillemets, constater, on pouvait les gérer à l'intérieur. Ce n'est pas dit que la presse, sur toute la ligne, n'a rien à se reprocher. Mais je pense que la sanction est disproportionnée. Très souvent parce que l'image que ça renvoie de la Guinée, ce n'est pas une belle image. Surtout qu'il y a une législation claire en la matière, la loi sur la presse, qui est une loi organique, qui dit clairement comment un journaliste qui est en délit, qui est en face de la presse, comment on le traite. On ne l'envoie plus en prison, encore moins des trucs. Il y a, ma foi, comment on appelle, des peines pécuniaires qu'il faut faire. On a dépassé ce stade-là. Il y a beaucoup d'arguments pour frapper les journalistes. En définitive, je voulais dire quoi? Au sein de la corporation,
au-delà des structures qui existent, mais je pense que c'est le moment de réactiver le Guidem ou toute structure d'autorégulation. Parce que, ma foi, le procès des pairs est meilleur à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il est mieux indiqué pour des anciens, des gars qui ont le bagou, qui ont le vécu, de venir faire la police dans le métier, de dénoncer les tares, les faiblesses. C'est-à-dire là, vous voyez quelqu'un comme vous, personnellement, oui, c'est tout un quelqu'un comme Yacine Diallo, il y a beaucoup comme de la dame qui ont... Peut-être c'est assez compliqué de citer les noms. On va dire les hommes qui ont la notoriété, qui ont le crédit, qui ont vécu, qui ont du vécu dans ce métier. D'interpeller la voilà, nouvelle ils sont génération. mieux indiqués pour interpeller la nouvelle génération par rapport aux manquements, aux failles, pour ne pas qu'on en arrive à ce qu'on voit aujourd'hui. Et l'État devrait privilégier ce dispositif-là. Parce que, je vais te dire, comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui, on peut tout faire, mais on ne peut pas bâillonner les idées. C'est-à-dire, tu peux aujourd'hui fermer une station, tu peux empêcher, mais avec les réseaux, parce que je l'ai expliqué, aujourd'hui c'est vrai la fonction de journalisme qui existe aujourd'hui, parce que si on appelle journaliste celui c'est-à-dire qui collecte, qui traite et qui diffuse l'information, aujourd'hui nous ne sommes pas les seuls à le faire. Absolument. Il y a ce qu'on appelle les journalistes citoyens, parce que si la dame ou bien le monsieur d'à côté qui sort avec son appareil photo croise un accident, il prend l'image, il a collecté l'information, il essaie de le poster. Ça c'est déjà l'organe, c'est son téléphone. Mais s'il fait une petite légende, accident, mais il a fait le journalisme. Tu ne peux pas arrêter ce monsieur. C'est clair. Tu ne peux pas. Pas du tout. Donc, vaut mieux savoir comment gérer le milieu, aux journalistes de mettre de l'eau dans leur vin. On ne leur a pas dit de faire, ma foi, comment on appelle ça, de se censurer. Il faut être responsable et ça commence au niveau des rédactions qui doivent regarder bien, mais aussi à l'autorité d'avoir la main moins lourde, parce que l'un dans l'autre, nous contribuons tous à la formation, à l'information de l'opinion. Nous sommes en train de mobiliser les Guinéens. Parce que de tout ce qu'on parle aujourd'hui, on parlait de projets, de programmes, etc. On le fait pour qui? On le fait pour le Guinéen. Pour que le Guinéen comprenne, adhère, soutienne, accompagne, il faut de la communication, il faut de l'information. Donc si les journalistes n'existent pas, on ne dit pas aux Guinéens, voilà ce qu'on fait pour vous, pour qu'ils aient une opinion, afin qu'ils adhèrent, ou bien non, qu'ils disent c'est pas fait comme ça, nous voulons que ça aille comme ça, donc qu'ils accompagnent le gouvernement. Mais si ceux qui font ce travail de croix de transmission disparaissent, c'est que le gouvernement se retrouve en face avec carrément les citoyens. Et c'est pas bon de ne pas avoir d'interface dans ce dispositif. Là, on est carrément dans la jungle. Voilà, c'était tout. C'était un plaisir de vous recevoir, partagé. Monsieur Ibrahim Ahmed Barry. Merci, à très bientôt. Merci, et surtout je voulais saluer les millions de téléspectateurs et vous dire que vous faites un bon boulot. Je voudrais que les Guinéens conjuguent, on va dire, le même verbe. Le développement, et surtout faire qu'il y ait une synergie, qu'il y ait un côté inclusif pour aller dans le sens du développement. Ce pays a un potentiel énorme, on n'a pas besoin de l'extérieur. Le potentiel, il est là. Il faut lever les obstacles, il faut susciter beaucoup d'énergie. L'avenir est devant nous, mais on ne le réussira pas en allant de contre diviser. Ça c'est clair. Une fois encore, merci d'être passé. Il y aura une suite à tout ça, ce n'est que le début comme je l'ai dit. Et tout de suite, dans la deuxième partie de cette émission, en 15 minutes chrono, je recevrai tout à l'heure le reporter de terrain, Kandia, qui va nous parler, comme nous l'avons entamé hier, de cette malversation financière du côté de la SEG, la Société des eaux de Guinée. A tout de suite, après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial.
De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme annoncé, on passe justement à ce dossier de malversation du côté de la SEG. Hier, on l'avait juste résumé et puis nous revenons sur le contenu de cette lettre du DGA de la SEG qui, comme je l'ai dit hier, semble accablant pour le DG de la SEG. Kandia sur ce plateau. Kandia, bienvenue. Le plaisir est pour moi. Voilà, alors donc on va parler de cette lettre, du contenu. Ce que le DGA de la SEG donc a révélé contre son premier responsable sur tout ce qui se passe aujourd'hui du côté de la SEG. On parle de faux comptes créés au nom de la SEG où on aurait transféré de l'argent, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette lettre ouverte adressée au président de la République? Bon, avant de, je dirais encore bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Et donc, avant de répondre à cette question, j'aimerais planter un peu le décor pour le bonheur de tous ces millions de spectateurs, de téléspectateurs, je voulais dire. D'abord, tout a commencé le 1er novembre, ça c'était un mercredi, où vraiment des bruits ont commencé à courir dans les couloirs de la SEG, la Société des eaux de Guinée, comme quoi il y a eu des comptes parallèles qui ont été découverts du côté des différentes banques. Vous le savez déjà qu'il y a beaucoup de banques vraiment qui aujourd'hui reçoivent de l'argent de cette entreprise. Donc le 2, le directeur Mamadou Djoulde Diallo, qui est le directeur de la SEG, a tout de suite écrit une lettre à son ministre du tutelle, c'est-à-dire le ministre Talibé, pour dire qu'il a constaté que pratiquement du côté de la SEG, il a constaté qu'il y a des prestataires qui ont ouvert des comptes parallèles. C'est les informations qu'il a données. Et donc il a donné 2 comptes. Du côté, les 2 entreprises prestataires incriminées étaient l'entreprise Matco et l'entreprise Indigo Guinée. Donc il a donné les numéros de compte et les montants que ceux-ci ont reçus dans leur compte. Sauf que ces entreprises qui sont citées là, ce sont des entreprises qui n'existent pas en tant que prestataires normalement dans la bannière de la Société des eaux de Guinée SEG. Bien. Donc quand il a écrit au ministre, le ministre à son tour a fait transmettre les mêmes informations à son collègue ministre de l'économie et des finances, et lui son objet c'était pour des vérifications de comptes par rapport à tout ce qui se passe comme mouvement financier du côté de la Banque centrale, c'est-à-dire concernant le compte de la SEG. Donc lui aussi l'a écrit. Mais il y a un autre qui est rentré en jeu, et moi je l'appelle un troisième larron, qui est venu parce qu'il a estimé, il s'agit de M. Pépé Patrice Loa, qui est le directeur général adjoint et qui est chargé d'exploitation et de la qualité des eaux et de la SEG. Donc celui-ci, il a estimé que les enquêtes ne sont pas en train d'être diligentées parce qu'entre parenthèses, je le souligne, qu'il y a eu déjà des interpellations qui avaient commencé pour des fins d'enquête du côté du PM3 où on a interpellé quelques cadres de la direction
de la Société des eaux de Guinée. Donc, puisque le DGA... Interpellation faite par la gendarmerie notamment, bien entendu, pour des fins d'enquête. Donc, puisque le DGA a estimé que tout ce qui est en train de se passer, les gens sont en train de partir sur des fausses pistes, et il a mené des enquêtes selon les informations qu'on a sues au niveau de la direction d'abord pour les ramener à la raison. Mais fort malheureusement, puisqu'il a constaté que ça ne peut pas aller... Donc le DGA a estimé que on est en train d'interpeller les travailleurs de la SEG, en tout cas les cadres de la SEG, injustement, qui ne sont pas forcément les enquêtes à ne la sont base. pas en train d'être menées sur la bonne piste. Donc c'est ce que lui il a estimé, c'est ce qu'il a estimé. Le DGA. Automatiquement, lui, il ne s'est pas intéressé au directeur de la SEC, plutôt il a écrit une copie de la lettre qu'il a adressée au président de la République. Directement au Donc président. cette lettre dont le contenu est vraiment accablant, il a dit comme objet préoccupation autour de la gestion de la Société des eaux de Guinée. Donc, il a écrit une lettre au président de la République où il a fait vraiment des remarques qui posent beaucoup de questions aujourd'hui. Puisque déjà, lui estime que tout ce qui se passe, c'est le directeur de la Société des eaux de Guinée qui est à la base de toutes ces malversations. Et entre parenthèses, je vous signale que... Alors que préalablement, le directeur de la SEG a écrit une lettre au ministre pour dire que tout ce qui se passe là, il vient de les découvrir. Il vient de les découvrir, il n'est nullement lié. Voilà, hein? Voilà, vous me suivez. Donc c'est ce qui a continué. Donc il a écrit une lettre où il a mentionné des opérations financières et comptables opaques et illicites qui ne permettent aucunement l'amélioration de l'offre des eaux en eau potable de nos populations. Il a donné à titre d'exemple, il a été constaté des virements irréguliers et sur les comptes de l'entreprise de prestataire qui n'existent pas. Donc, puisqu'il a mentionné cela, il est allé jusqu'à nous faire comprendre ce qui se passe aujourd'hui, tenez-vous bien. Les sociétés qui sont incriminées, le premier avait reçu sur son compte 466 millions 100 000 francs. Et le second aussi avait reçu sur son compte 725 millions 995 000 francs. Ce qui fait déjà 1 milliard. C'est ce qui fait déjà 1 milliard 192 millions 095 921 000 francs. Mais, puisque le ministre avait déjà écrit à son Malado, donc ils ont quand même fait rapidement des démarches allant dans le sens de bloquer cet argent qui n'est pas justifié. Ces sorties d'argent qui ne sont pas justifiées. Mais fort malheureusement, il y avait déjà une sortie parce que les 725 millions qui ont été déposés sur le compte de Indico Guinée. Indico Guinée. Dans quelle banque? À la banque, je connais la banque si vous bien entendu. Bien, Indico Guinée domicilié à la banque NCA Guinée. Donc là-bas, ils avaient fait déjà un retrait de 120 millions. Donc il ne restait que 600 millions. 125 millions à peu près, il ne reste que 600 millions. Donc quand ils ont bloqué, et l'entreprise Matco avait déjà pris les 466 millions 100 000 francs. Donc au moment où je vous parle, les deux entreprises avaient déjà décaissé le montant de 586 millions 100 000 francs. Dans les 1 milliard 100. Dans les 1 milliard 192 000 et quelques. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc le reste a été gelé, par le ministère des Finances et la Banque centrale. Donc le directeur a estimé que c'est lui qui a voulu voler la vedette à ces gens, mais fort malheureusement les choses étaient déjà parties. Et tenez-vous bien, selon mes informations, mes sources toujours, du côté du PM3, ils étaient sur le point de découvrir un troisième compte. Un troisième compte parallèle. Qui n'est pas du tout reconnu. Et dans ce rapport, le DGA a bien entendu mentionné aussi au plan technique l'état profond des dégradations de nos installations de production des eaux à Conakry et à l'intérieur du pays est aujourd'hui à une phase critique et exige des mesures correctives immédiates. Il a mentionné cela, mais dans la lettre qu'il a adressée à Monsieur le Président de la République, il dit qu'il reste évident que les montants ci-dessus cités utilisés à des fins techniques, s'ils étaient utilisés à des fins techniques, notre production en eau potable aurait connu une amélioration en desserte d'eau. Et quelque part aussi, aujourd'hui nous parlons d'un montant de 1 milliard et quelques, mais il n'a pas manqué de nous signifier qu'il y a d'autres aussi
d'autres problèmes qui tournent autour de cette direction par rapport à sa gestion financière. Par exemple, il dit, à ces opérations s'ajoutent des dépenses injustifiables qui s'élèvent à 68 milliards 838 millions de francs guinéens. La dépense injustifiée. Injustifiée, oui. Identifiée dans le rapport provisoire définitif des commissaires aux comptes. Dans l'année, entre l'année 2011 et 2016. Et il est allé jusqu'à nous dire que si vraiment cet argent qu'il vient de citer là était utilisé à bon escient, on n'avait aucunement besoin d'avoir à appeler aux financiers, à des aides. Ou à distribuer de l'eau dans les citernes, dans les quartiers. Non, on n'aurait même pas eu besoin de chercher de l'argent auprès avec l'Union européenne, avec l'Union européenne, et la coopération japonaise notamment, qui donne beaucoup d'argent à la SEG. Bien entendu, donc il a été très clair dessus. Donc c'est ça, et il a décidé donc de porter à l'attention du président de la République tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et surtout, il a dit qu'il est entièrement à la disposition du président de la République pour des fins d'enquête, en tout cas pour tout besoin qui va s'imposer. Donc voilà aujourd'hui ce qui se passe au sein de la Société des eaux de Guinée, et c'est un rapport pratiquement qui va ébranler forcément le sommet de la société, parce que la direction et certains membres sont vraiment cités, ils sont dans les collimateurs aujourd'hui de tout ce qui est là comme enquête. Ce qui veut dire que sans doute le DGA de la SEG voudrait peut-être dire que s'il faut mener des enquêtes, si on a déjà interpellé d'autres cadres de la SEG, il faut s'intéresser aussi au DG de la SEG. Ça, c'est ce qu'on peut tirer de ce rapport. Mais je pense qu'il va falloir qu'on s'intéresse aussi à ces autres révélations qu'il a faites, notamment le volume de 60 milliards qui aurait été dépensé. 68 milliards 838 millions. Dépensés dans les activités. Des dépenses qui ne sont pas justifiées. Donc je pense qu'il faut s'intéresser à ces fameux commissaires aux comptes dont il a parlé tout à l'heure, pour savoir est-ce qu'on peut rentrer en possession justement. Pour cela, j'ai pris langue avec Pépé, mais qui n'a pas pour le moment accepté. Mais de toutes les façons, je dois me rendre à la direction de la société. Après, je m'intéresserai à ces commissaires aux comptes pour voir réellement ce qu'il y en est par rapport à ce sujet. Et donc voilà, de façon très... Je pense qu'on va poursuivre cette démarche pour en savoir clair sur ce qui se passe au sein de la SEG, ce qui s'y est déjà passé, comme le DG a commencé à révéler ces grosses malversations du côté de la SEG. On va continuer là-dessus. Et juste pour ajouter que, en parlant de presse, il est prévu aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, que les associations de presse déposent cette plainte collective contre la gendarmerie, vous le savez, qui ont exercé cette violence sur un groupe de journalistes du côté de la gendarmerie de l'Éco 3. La plainte donc déposée aujourd'hui même, et nous reviendrons là-dessus dans les prochains jours pour en savoir encore plus, notamment la semaine prochaine. Merci Kandia d'être passé dans cette émission. À bientôt pour la suite de ces enquêtes, on va dire, voilà. Ça a été un plaisir pour moi, et surtout rester connecté dans les jours à venir. On va faire le reste des révélations. Merci. À vous, merci de votre attention. Ce fut un plaisir de vous avoir servi cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.